Good afternoon, good morning, and good Bonjour, evening. bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ici du monde entier. Bienvenue à cet événement virtuel qui correspond ici en parallèle de la 77e réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Et ici, je suis ravie de vous accueillir au nom du GHAI et c'est un grand plaisir ici d'être votre modératrice pour ce panel ici sur un cadre en matière de plaidoyer budgétaire. Évidemment que la pandémie nous a montré à quel point il était important d'investir ici dans des programmes de santé publique et de s'attacher également au financement de l'ensemble de ces systèmes. Malheureusement, des crises passées, comme le SARS, la grippe aviaire et Ebola nous ont montré à quel point il est parfois difficile ici d'obtenir des investissements et la volonté publique afin de pouvoir mettre un terme à ces pandémies. Un autre élément qui me paraît toujours très important de mentionner est comment est-ce que l'on peut garantir le financement et comment est-ce que l'on peut entretenir et maintenir ce financement. Et c'est pour cela que nous allons ici aborder ces questions et justement, nous allons avoir des experts pour nous aider. Tout d'abord, je suis ravie de partager un nouveau cadre ici de plaidoyer budgétaire développé par mon organisation pour aider ici la société civile et les gouvernements de pouvoir soutenir ici l'investissement national en matière de santé publique. Ensuite, des leaders internationaux ici vont expliquer comment on peut avoir un impact positif avec des programmes en matière de santé maternelle, avec des exemples au Vietnam et en Tanzanie. Et enfin, nous avons aussi un panel d'experts qui va rentrer dans les détails sur notre succès au Nigeria, où ce plaidoyer a permis d'augmenter le budget pour la préparation aux pandémies. De même, que nous avons ici des intervenants du monde entier qui partagent une mission commune, des programmes ici de santé qui permettent de sauver des vies et nous avons pour ce faire besoin d'un plaidoyer budgétaire. Alors, quelques éléments logistiques. C'est un événement qui est enregistré et vous avez la possibilité de suivre cet événement soit en français, soit en espagnol, soit en anglais. Pour cela, vous avez l'icône interprétation située en bas à droite de votre écran. Vous cliquez sur l'icône et sélectionnez la langue de votre choix. De même, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux ici, avec également hashtag UNGHAI. Et donc, n'hésitez pas. De même, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans le chat. Et si vous avez des questions, vous pouvez également utiliser la fonction de Zoom questions-réponses située en bas à droite de votre écran. Et nous commençons tout de suite avec une petite vidéo. Et si chaque pays pouvait éviter ici et arrêter les maladies avant qu'elles ne partent hors de contrôle? La COVID-19 ici a eu des conséquences dévastatrices et montre à quel point nous n'étions pas préparés face aux épidémies. Mais les choses peuvent être différentes. Les pays qui investissent dans la sécurité en matière de santé ont un retour sur investissement de 9 par rapport à 1. Mais pour cela, il faut une volonté politique pour investir. Mais c'est vrai qu'en général, on investit lors d'une crise et ensuite on attend la prochaine crise. Et la seule façon dont on peut changer cela, c'est que les citoyens exigent que la priorité soit mise sur la santé et il faut que les fonds soient dépensés de manière judicieuse. Et c'est pour cela que le plaidoyer budgétaire est essentiel et doit être ici géré pour être pérenne. Nous avons développé un cadre pour aider les organisations de la société civile à ici favoriser ces budgets en matière de santé pour éviter les maladies. Et notre cadre se base sur des campagnes de succès en Inde, en Tanzanie, au Sénégal. Et nous sommes là pour soutenir tous ceux qui font ces plaidoyers à travers le monde, parce que nous voulons vivre dans un monde plus sûr.
télécharger ici, dès maintenant, notre cadre en matière de plaidoyer budgétaire. Et maintenant, pour revenir sur ce cadre du plaidoyer budgétaire, eh bien, c'est un grand plaisir de vous présenter tout de suite ici notre vice-présidente, Yolanda Richardson. Elle est une experte en matière de santé internationale et des campagnes de santé mondiale. Et grâce à son leadership et grâce à ses connaissances ici en matière de plaidoyer international, eh bien, elle a beaucoup travaillé sur ces cadres budgétaires et Yolanda va justement présenter ce cadre, comment il a été élaboré et comment il pourra être utilisé. Yolanda, je vous passe la parole. Alors, nous sommes ravis de partager ici ce cadre avec vous parce que cette pandémie nous a clairement appris qu'il est important de faire des investissements stratégiques en matière de santé. Tous les gouvernements ici ont constaté les effets dévastateurs ici de cette pandémie. Et pour garantir que ces investissements ici permettent d'atteindre des cadres de santé qui soient robustes et fiables, il nous faut un financement pérenne. Et le plaidoyer local et international est absolument essentiel. Et ce cadre va pouvoir vous aider les organisations de la société civile ainsi que les organisations et les décideurs politiques à obtenir ce soutien nécessaire. De même, nous avons ici développé un cadre de plaidoyer budgétaire qui se base sur notre approche ici en matière de changement politique et il se base sur des exemples à succès de campagnes menées au niveau local. C'est un cadre ici qui se base sur les exemples du Nigeria et du Sénégal en matière de préparation à la pandémie. Nous voyons que dans le cadre de ces programmes de prévention des pandémies, cela permet d'éviter ces cycles de crise et de maintenir un financement sur le long terme. Au Nigeria et au Sénégal, nous avons soutenu la société civile et les agences gouvernementales afin de pouvoir développer et soutenir le gouvernement dans le cadre de cette préparation aux épidémies. Ce cadre inclut 4 étapes. Étape 1, la planification ici de la campagne budgétaire. Nous soutenons nos partenaires, s'agissant ici de la planification, en menant une analyse, une cartographie des parties prenantes, en développant également des plans d'investissement. Et il est essentiel de pouvoir développer des éléments qui sont clairs. Ensuite, deuxième étape, mener cette campagne. Nous nous appuyons ici sur des experts locaux qui peuvent ici engager ces échanges avec les parties prenantes locales pour amplifier ici les besoins en matière de financement de santé. Étape 3. Renforcer la responsabilisation. Une fois que les ressources sont allouées, il est essentiel absolument de faire un suivi des dépenses budgétaires pour pouvoir obtenir les ressources et les allouer comme il se doit. La transparence du budget est essentielle. Nos partenaires ici sont sur le terrain afin de garantir que nous avons cette responsabilisation. Étape 4, promouvoir la durabilité budgétaire. Donc ici, on va évaluer les besoins pour le prochain cycle budgétaire afin de pouvoir maintenir et accroître l'investissement à moyen et long terme. Ce cadre n'a pas seulement été développé grâce à nos campagnes ici au Nigeria et au Sénégal, mais aussi des campagnes en matière de financement public en Inde, pour la santé maternelle en Tanzanie et également différents programmes de santé en Vietnam. Et mes collègues et partenaires ici vont revenir sur certains projets. Et surtout, si vous nous écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas à télécharger gratuitement ce cadre sur www.advocacyincubator.org. Je vous remercie.
Tout d'abord, j'aimerais revenir ici sur notre programme en Tanzanie en matière de santé maternelle. L'objectif était d'améliorer les soins de santé dans les zones plus reculées dans les villages, avec la formation ici des professionnels de santé. Cette approche a vraiment permis de soutenir l'accès des femmes aux soins de santé maternelle et aussi au planning familial. Cela a permis d'améliorer l'expérience également des femmes et a permis aussi d'améliorer la qualité des services et de promouvoir ces partenariats au niveau local. Mais toutes ces améliorations, évidemment, requièrent un financement. Et nous sommes ravis que la Bloomberg Philanthropy et le GHAI se soient engagés dans ce programme, parce qu'en effet, eh bien, une fois que ce programme, cette initiative était terminée, il faut le pérenniser. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? Tout d'abord, en tant que membre de la communauté, il fallait convaincre le gouvernement que nous étions capables de mener cela à bien. Montrer ici qu'il y avait une responsabilisation aussi des leaders et que la qualité des services était maintenue. Donc, nous avons vu qu'il était important pour le gouvernement ici de pouvoir entendre la voix des citoyens. Et donc, nous avons ici, grâce au GHAI, eh bien, travaillé justement pour mieux planifier ici notre plaidoyer pour renforcer ce programme. Nous avions ici des formations qui ont été organisées et aussi pour pouvoir partager ces témoignages locaux dans les médias et au niveau central, du gouvernement central. Nous avons également travaillé sur le personnel et grâce à ce plaidoyer, le commissaire régional de la santé s'est engagé dans le financement de ces services. Alors aujourd'hui, nous continuons évidemment tous les efforts et donc après 1 an, les activités qui ont été mises en œuvre continuent et de plus en plus donc de femmes peuvent avoir accès à ces services. Au Vietnam, tous les jours, tous les ans, eh bien, nous avons 2000 enfants qui décèdent de maladies infantiles qui auraient pu être évitées. Par conséquent, avec Bloomberg Philanthropy, nous avons ici travaillé pour essayer de soutenir justement différentes initiatives pour mettre en place des initiatives qui sont importantes et qui permettent de promouvoir ici les activités pour les enfants. C'est une solution qui était très importante ici pour promouvoir l'accès aux soins de santé, mais aussi pouvoir proposer des activités aux enfants. Et le gouvernement a d'ailleurs décidé, après avoir fait ce projet pilote dans une région, de pouvoir étendre ce projet à d'autres régions. Et c'est une solution ici qui va faire maintenant partie de la planification à 10 ans du gouvernement. Cela nous a permis ici de pouvoir travailler sur tout d'abord la prévention, sur ensuite la pérennisation. Et là encore, nous voyons qu'après 1 an, nous avons déjà des informations. La collecte de données était essentielle ici pour pouvoir convaincre les différentes parties prenantes
et montrer à quel point il était possible ici de pérenniser ces actions. Merci Yolanda, merci beaucoup. Ici nos représentants et partager avec nous comment, encore une fois, eh bien, nous pouvons mettre cela en place. Alors, pour faire partie de ces projets en Tanzanie et au Vietnam, je ne peux que souligner à quel point ces programmes ont été très utiles pour sauver la vie des enfants ici et des femmes en Tanzanie et des enfants de moins de 15 ans au Vietnam, et à quel point ils sont évidemment essentiels. Et c'est vrai que le travail que vous avez réalisé en Tanzanie, ici au Vietnam, a montré que les communautés peuvent continuer à bénéficier de ces services de qualité qui sont essentiels pour la santé et le bien-être ici de la population en Tanzanie et au Vietnam. Félicitations à tous les deux et à nos collègues en Tanzanie et au Vietnam, parce qu'en effet, ce n'a pas du tout été facile, mais vraiment votre engagement a été sans faille et a permis de la réussite de ces projets. Passons maintenant à notre panel où nous allons pouvoir partager des succès au Nigeria, où nous avons ici réussi à mettre cela en place et c'est avec grand honneur que je vais vous présenter nos panélistes. Nous avons le docteur Priscilla Ibekwe, qui est directrice du Centre de contrôle des maladies au Nigeria et qui travaille dans ce centre qui permet d'éviter les épidémies. Le docteur Ibekwe a plus de 25 ans d'expérience et, à l'heure actuelle, est engagé avec le secteur privé et public dans le cadre de la réponse à la COVID-19. Docteur Ibekwe, merci beaucoup de nous avoir accordé cette heure et de nous présenter ici la situation au Nigeria. Mais j'aimerais également accueillir ici le docteur Gafar Alawode, qui est ici membre de l'initiative législative en matière de développement durable. C'est une ONG qui est investie pour l'amélioration de la santé et de la qualité de vie au Nigeria. L'objectif est de cette organisation est également d'accroître le budget en matière de prévention des épidémies. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et enfin, notre troisième panéliste est ma collègue Anne Danielski. Anne a plus de 15 ans d'expérience en matière de politique de santé internationale et nationale. Elle se spécialise dans les maladies infectieuses et elle a été conseillée sur ces programmes au Nigeria. Bienvenue, Anne. Pour commencer, j'aimerais vraiment commencer avec vous sur ce programme et le cadre dont nous venons de parler. Comment est-ce qu'il s'intègre ici dans tous ces échanges? Merci. Merci à vous. Merci pour ces questions. Ça me fait très plaisir ici d'être là avec vous. C'est un programme qui était vraiment très important, qui a permis de changer beaucoup de choses. Alors tout d'abord, c'est un honneur ici d'être avec le docteur Priscilla Ibekwe et d'être avec le docteur Gafar Alawade qui vont partager leurs expériences sur ces stratégies qui ont été mises en place au Nigeria pour pouvoir ici promouvoir les investissements. De même, eh bien, nous voulions également revenir sur notre travail au Nigeria. Alors, l'objectif premier ici de ces programmes de prévention des épidémies est tout d'abord d'accroître et de maintenir des budgets et des budgets nationaux, mais également régionaux en matière de préparation en épidémie. Et c'est vrai que l'implication des sociétés civiles et des gouvernements est absolument essentielle afin de maintenir ce budget sur le long terme. Et maintenant, nous avons travaillé et nous avons réussi dans le cadre de cette préparation budgétaire à avoir justement ce budget qui est inclus
dans le cadre des renouvellements et des cycles budgétaires au Nigeria. Donc, nous sommes très fiers de cela, car en effet, cela permet d'avoir une meilleure pérennisation et de maintenir ces budgets sur le long terme, ce qui est nécessaire dans la lutte contre les épidémies. Au Nigeria, nous sommes, par rapport à ce cadre de plaidoyer budgétaire, eh bien, nous avons dû nous adapter au contexte national. Alors, nous avons tout d'abord mené une analyse de l'environnement juridique et politique afin de pouvoir construire vraiment une préparation ici aux épidémies, de voir quels étaient les différents processus budgétaires. Et la recherche a également soutenu que ces étapes sont très importantes, et c'est ce que a d'ailleurs fait ici le gouvernement au Nigeria. Ensuite, pour la mise en œuvre de la campagne, donc on parle de l'étape 2 ici, il faut se focaliser sur cette approche de plaidoyer avec les partenaires locaux afin de soutenir les leaders politiques, de développer, de coordonner des activités grâce à différentes coalitions ici. Et puis, nous avons aussi coopéré pour accroître les investissements et pour retirer et soulever les barrières budgétaires. Troisième étape, la responsabilisation budgétaire. L'objectif là est, une fois que ces budgets sont alloués, de pouvoir bien évidemment effectuer un suivi budgétaire et un suivi des dépenses. Et pour l'étape 4, qui est la durabilité budgétaire, ici, il s'agit de voir comment les ressources sont utilisées, de combler les écarts s'ils existent, et de s'assurer que les besoins sont intégrés dans le cycle budgétaire suivant, afin de promouvoir également différentes sources de financement et de maintenir ce financement sur le moyen et long terme. Et bien évidemment, je serai disponible si vous avez des questions pendant la session de questions-réponses. Merci Anne pour ici revenir sur le cadre. Ce cadre donc a été utilisé. Je pense que vous avez tout à fait raison de préciser ici les éléments fondamentaux, ces 4 étapes. Et nous allons maintenant passer au docteur Ibekwe. Et pourquoi est-ce que le CDC au Nigeria, ici, donc le Centre de contrôle des maladies, a décidé de l'appliquer? Merci de m'avoir invité. C'est toujours très intéressant de pouvoir partager notre expérience dans un cadre international comme le vôtre. Eh bien, je pense que la santé, la sécurité ici en matière de santé est absolument essentielle pour tous. Étant donné ici le cycle d'épidémie et également que nous avons par exemple une épidémie de choléra à l'heure actuelle au Nigeria, dans plus de 24 États au Nigeria, et nous avons plus de 2000 morts à l'heure actuelle. Donc pour nous, il est essentiel que le Nigeria puisse s'engager en matière de financement pour pouvoir agir. Et en effet, je pense que pour le Nigeria, lorsqu'il s'agit ici de la COVID-19, de même, il était très important de pouvoir revenir sur ces éléments clés. Et le Centre de contrôle des maladies a joué un rôle très important. Au sein de ce centre, c'est une organisation qui a été financée fondée en 2011, et notre leadership a beaucoup travaillé pour avoir les moyens nécessaires, mais aussi avoir le cadre juridique et le cadre législatif nécessaire pour pouvoir ici prendre des décisions. Donc, en tant qu'entité juridique, nous sommes mieux placés pour pouvoir ici appuyer nos partenaires. Notre objectif est de protéger la santé de tous les Nigérians. Pour cela, nous avons un plan stratégique. Nous nous sommes aussi engagés dans
ici partenariats internationaux. Et en 2017, en 2019, nous avons pu constater les premiers résultats de ces différentes activités. Il faut absolument pouvoir utiliser des outils internationaux pour développer des actions nationales. Et c'est pour cela que nous avons accueilli ce cadre. Nous avons pu constater l'importance de ces outils internationaux et leur mise en œuvre au niveau national nous a permis de développer, par exemple, un registre national au Nigeria, d'améliorer la coordination entre différentes parties prenantes au niveau national. Donc, lorsque la COVID est arrivée, eh bien, nous avons été en position de mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir agir. Il faut aussi penser tout simplement à la sécurité en matière de santé dans ces investissements à moyen et à long terme. De même, nous avons mené beaucoup d'actions de plaidoyer ici en matière de couverture universelle de santé. Et c'est vrai que nous avons insisté pour pouvoir maintenir le rôle important du Centre de contrôle des maladies, du CDC au Nigeria. Et nous avons également développé différents centres opérationnels qui ont pu ensuite être utilisés dans le cadre de la réponse à la COVID-19. Ces fonds sont importants. Une fois que vous les avez obtenus, ils doivent être utilisés pour vraiment faire la différence. Nous avons continué aussi notre engagement avec le secteur privé, car il est important également de pouvoir inclure l'ensemble des parties prenantes. Nous avons aussi mis en place des procédures ici parce que la responsabilisation est importante. Et en ce qui me concerne, en tant que responsable de l'évaluation et du suivi, mon équipe est toujours au centre de ce discours afin de garantir que la sécurité ici reste importante et nous devons avoir des financements ici qui sont nécessaires et qui doivent être sur la durée pour obtenir les résultats attendus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Ibakwe. Et ici, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai que la sécurité de santé est absolument ici essentielle et nous espérons en effet que c'est ainsi que d'autres perçoivent cela, surtout après la pandémie que nous traversons. Alors, je vous remercie. Merci pour ces remarques d'introduction. Et nous voulons également féliciter ici le Centre des maladies, de contrôle des maladies du Nigeria, donc le CDC nigérian, pour toutes leurs actions. Et maintenant, je vais passer la parole au docteur Gaffar pour avoir votre perspective au nom de la société civile sur ici vos avancées au Nigeria. And if so, why? And what role did your Donc organization ici, quel est le rôle joué par votre organisation dans le cadre de ces évolutions en matière de politique sanitaire? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup au GHAI de nous avoir ici invités pour cet engagement. Je vais revenir sur certains points qui ont été importants. Nous savons que les finances publiques sont essentielles en matière ici de progrès sur la couverture de santé universelle,
et les avancées en matière de santé. Cependant, eh bien, au Nigeria, c'est un cadre ici qui n'est pas optimal, qui mérite ici encore des améliorations. Et le gouvernement du Nigeria ici dépense moins d'1% du PIB en matière de santé. Et encore une fois, eh bien, cela n'est pas assez. Donc, dans le cadre de ce projet de plaidoyer, il faut se faire entendre pour illustrer à quel point ce thème de la santé est essentiel. De même, si l'on regarde le cadre financier pour la santé publique en général, ici, les pays parfois ont tendance à oublier certains des aspects très importants. Mais il faut aussi faire évoluer les états d'esprit. Il faut un réel engagement de la société civile, des gouvernements. De même, en matière de maladies, eh bien, très souvent, pour ce financement, eh bien, nous devons aussi s'appuyer sur les leçons tirées des éléments que nous avons pu développer et des programmes internationaux. Donc, par rapport à ce que nous avons fait dans le cadre des projets, nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir renforcer le niveau institutionnel et créer un cadre pour les financements. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En matière ici de sensibilisation, il faut que les différentes parties prenantes de la société civile puissent aussi investir dans le cadre de la réponse aux épidémies et aussi avoir la possibilité de souligner que ces investissements en matière de santé sont absolument essentiels. La société civile et d'autres membres de coalitions peuvent aussi former des coalitions très importantes, car cela devrait nous permettre ici d'illustrer eh bien, les partenariats qui peuvent être mis en œuvre avec les gouvernements. Alors, quels sont les problèmes? Il faut tout d'abord identifier également quels sont eh bien, les obstacles pour atteindre des objectifs. Par exemple, eh bien, sur les budgétaires, sur ces lignes budgétaires, il faut voir quels sont les obstacles budgétaires qui existent. Et ensuite, au niveau régional, il faut soutenir les équipes aussi qui ont besoin d'autres informations nécessaires de formation en matière de responsabilisation budgétaire. Et également, ils ont besoin de ce soutien pour pouvoir mettre en place ces cadres qui sont absolument essentiels à l'amélioration et vraiment renforcer cette responsabilité. Parce que ça, c'est absolument essentiel. Lorsque vous dépensez des fonds, il faut que ces fonds soient judicieusement dépensés. Et pour ce faire, il faut vraiment un cadre solide et qui permette ici d'agir
et de mener vraiment à des actions qui font la différence. Il y a aussi beaucoup d'actions qui peuvent être menées. Il faut identifier pour cela les rôles des décideurs politiques, les responsabilités également pour la société civile, pour les médias, parce qu'en effet, chacun doit bien connaître son rôle en tant qu'acteur, en tant que partie prenante dans le cadre de cette lutte contre les épidémies. Donc, cela représente à peu près tous les différents angles de vue et toutes les activités qui peuvent être menées au niveau national. Merci beaucoup, Dr Gaffard. Vous avez sélectionné le fait que s'il faut qu'il y ait bien évidemment la priorisation ici de la préparation face aux épidémies, eh bien, il va falloir ici des efforts soutenus en matière de plaidoyer. Et pour les organisations comme les vôtres et les leaders comme Priscilla, eh bien, il va falloir votre engagement, évidemment. Et je vous remercie ici d'être revenu sur ces éléments importants et voir comment eh bien, on peut obtenir justement ces engagements budgétaires au Nigeria en essayant de répondre aux obstacles. Dr Ibekwe, est-ce que vous pouvez revenir sur les défis au Nigeria, s'agissant ici de cet investissement en matière de préparation contre les épidémies? Dr. Ibekwe, I think you're on mute. Je suis désolée, Dr Ibekwe, nous ne vous entendons pas. Je vous demande quelques instants de patience. Dr. Ibekwe, there seems to be a technical issue at your end. Alors, je suis désolée, nous avons un petit problème technique avec le docteur Ibekwe. Donc, tout d'abord, avec le docteur Gaffard, pour voir ici à quoi cela représente ici au niveau local. Et docteur Gaffard, alors merci beaucoup pour cette question. Pour pouvoir ici renforcer, eh bien, ici, la promotion des différentes activités que nous avons menées en matière de sécurité sanitaire, eh bien, tout d'abord, il a fallu comprendre vraiment le paysage global, l'environnement global, parce qu'il faut d'abord identifier les problèmes. Ça, c'est ce qui est important. Donc, quels sont les défis, quels sont les obstacles au financement? Et ensuite, quelles sont les institutions ici qui ont un rôle à jouer? Donc, l'identification des rôles est très importante. Donc, en fait, vous en avez parlé, c'est l'analyse de l'environnement ici, du contexte, qui vous donne en fait une image holistique de la situation sur le terrain et qui vous permet ici d'améliorer la situation. Ensuite, il faut pouvoir développer différentes actions. Tout d'abord des relations, de la confiance, une coalition, des capacités. Et cela nous aide à pouvoir vraiment répondre aux besoins et à faire un meilleur plaidoyer. Cela nous a aidé au niveau de la planification, parce qu'il va falloir identifier des idées spécifiques, les priorités spécifiques au niveau national. Par exemple, il a fallu créer eh bien, des lignes budgétaires. Donc ça, c'est très important.
Il faudra aussi ici revenir sur un cadre qui doit être clair, bien défini. Donc ça, c'est aussi une priorité. Et là, au niveau national, au niveau régional, il faut identifier donc les règles qui sont prioritaires pour avoir ici et une meilleure allocation budgétaire, des cadres budgétaires pour la préparation face aux épidémies. Et il était également nécessaire pour nous d'avoir même des financements parfois supplémentaires dans certains domaines. Alors évidemment, pour nous, que le CDC au Nigeria ici est notre centre de coordination, mais il faut aussi envisager d'autres financements, si possible. Et sur la base de ces priorités qui sont identifiées, avec ces coalitions, eh bien, nous espérons pouvoir bien continuer et revenir sur en fait les différentes données. Donc, s'agissant des actions, et malheureusement par rapport à ces priorités, eh bien, il faut toujours continuer pour pouvoir améliorer cette performance. Nous avons aussi besoin d'un cadre avec des indicateurs clés qui permettent de faire et d'effectuer un suivi de la performance et du progrès et voir si c'est bien conforme à l'attendu. Et au niveau sous-national, donc régional, eh bien, cela permet ensuite, grâce à ce suivi, de pouvoir optimiser certaines actions. Et nous avons aussi adapté donc un cadre juridique, un cadre législatif qui nous permet ici aussi d'obtenir des augmentations budgétaires lorsque c'est nécessaire. Dr. Ghaffar, thank you so much. Merci, Dr. Ghaffar. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de la priorisation, de comprendre les priorités nationales et régionales, d'avoir une feuille de route claire, d'impliquer les coalitions, d'autres ici responsables de plaidoyer, de pouvoir organiser des campagnes ensemble, maintenir la responsabilisation et le suivi de la performance. Ce sont des suggestions ici qui sont essentielles. Et c'est vrai que ce sont des exemples qui sont très certainement applicables dans d'autres pays. Donc, merci d'avoir partagé ici votre perspective avec nous. Et maintenant, si je peux me permettre, Dr. Ibekwe, est-ce qu'on a résolu le petit problème technique? C'est parfait. Alors, en fait, la question que j'avais, en fait, pour vous, Dr. Ibekwe, quels sont les défis ici auxquels le Nigeria a dû faire face lorsqu'il faut investir dans la lutte contre les épidémies? Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, le Nigeria, en fait, a réussi? Tout d'abord, par rapport aux défis auxquels nous avons dû faire face, eh bien, très clairement, nous n'avions pas de mandat ici en tant que tel. Il y avait aussi des manques d'informations. Et puis aussi sur l'utilisation de certains outils d'évaluation pour pouvoir identifier quels étaient vraiment les écarts. Donc, il nous a manqué ici eh bien, ces éléments qui sont importants dans ce cadre, il a été important pour nous
de bien comprendre quels sont les défis et le besoin de collaboration est absolument essentiel au niveau national et régional. Donc, pour pouvoir développer ces instruments, avoir un plan complet où on peut justement organiser ce financement de manière organisée. Il faut aussi pouvoir parler à la gouvernance locale et nationale, parce que là encore, vous devez pouvoir, bien évidemment, toucher l'ensemble de la population, même dans les communautés les plus reculées, donc cela demande beaucoup de plaidoyer, à tous les niveaux, pas seulement au niveau du gouvernement fédéral, mais aussi au niveau ici régional et local. Et c'est un travail que nous allons continuer à mener pour ici maintenir ces allocations budgétaires et pérenniser ce budget sur le long terme. Merci beaucoup. Et j'aimerais également souligner cet élément qui est très important, c'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est vraiment un impact au niveau des communautés locales. Et pour ce faire, eh bien, en effet, il faut des budgets nationaux, régionaux et locaux, mais l'impact de ces financements, de ces investissements en matière de santé publique, eh bien, sont pour la communauté locale et pour les citoyens. Donc, encore une fois, félicitations à vous, parce qu'en effet, l'impact de ces budgets sera indéniable. From that, I would like to turn to Anne. Et Anne, And thanks for presenting the framework of merci de nous avoir présenté le cadre. Vous avez aussi un rôle à jouer ici dans l'espace de plaidoyer budgétaire. Vous avez de l'expérience au niveau international. Vous êtes experte en matière d'investissement en préparation ici face aux épidémies. Donc, quelles sont ici les expériences du Nigeria qui pourraient être utiles dans d'autres pays? Évidemment, il y a différents exemples que l'on pourrait donner, mais un des concepts les plus importants est que le système que nous avons établi, ce cadre, encourage vraiment un cadre favorable aux changements législatifs et politiques. Donc, il se base sur le soutien, évidemment, de la société civile. On utilise les médias aussi pour générer des échanges sur l'importance de la préparation face aux épidémies. Et ce sont ici des activités qui sont importantes pour les décideurs politiques lorsqu'ils veulent changer ici quelque chose. Et ça, c'est absolument essentiel d'avoir ce soutien de la société civile et des citoyens. Et je pense que c'est le succès de cette stratégie. Mais un autre élément qui est aussi très important, c'est qu'il faut un plaidoyer qui est constant. Alors, lorsqu'on commence à partir de zéro, eh bien, il y a aussi des menaces en matière de financement. Eh bien, par exemple, il peut y avoir aussi l'importance d'avoir différentes lignes de financement budgétaire, différentes sources de financement, parce que ce que l'on peut constater, c'est que parfois, eh bien, il peut y avoir des variations, des changements. Et un autre élément qui est important, et cela concerne la sélection ici des partenaires dans les différents pays respectifs. Il est important de travailler avec des organisations solides qui sont ouvertes ici aux idées ici de plaidoyer. Nous avons 3 partenaires qui sont très forts sur le terrain et qui ont fait face vraiment à un contexte qui n'est pas toujours facile et qui ont été essentiels à notre succès. Faut connaître les bonnes personnes, il faut savoir intégrer l'ensemble des organisations de la société civile, pouvoir créer une collaboration en matière de préparation contre les épidémies. Je pense que ce sont les éléments principaux, mais chaque étape de la planification ici
sont absolument importantes et travailler ici avec les gouvernements pour soutenir leurs efforts, eh bien, ça me paraît évidemment important et cela montre à quel point, eh bien, on peut atteindre des objectifs. Merci Anne. C'est vrai que ce succès au Nigeria est très important et on peut en être fier. Ces campagnes que l'on organise, ce sont des campagnes qui sont gérées au niveau local, qui sont soutenues par le GHAI. Mais le succès est évidemment avec nos partenaires locaux, nos partenaires internationaux, mais c'est parce qu'il y a vraiment une coordination qui est faite au niveau local, avec l'identification des priorités au niveau local, partager cette vision, avoir aussi eh bien, des représentants locaux, et c'est ce qui fait toute la différence. Et nous avons vu le docteur Gaffard, docteur Priscilla ici, qui sont justement des représentants ici de ces présences, là encore sur le terrain, de la société civile et du gouvernement. Il nous reste 10 minutes pour ce webinaire. Donc, j'aimerais ici pouvoir répondre à certaines de vos questions. Donc, tout d'abord, merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir posé les questions. Alors, nous avons ici quelques questions qui nous ont été posées. Première question. Pour le docteur Gaffard, une question ici de la nutrition division. Quelle est la différence ici entre la mobilisation des ressources et le plaidoyer budgétaire? Quelle est la différence? Eh bien, je pense ici, en fait, il y a évidemment un système de gestion et les institutions, ils ont des processus avec l'identification des opportunités. Ici, donc ça, c'est l'allocation budgétaire, la mobilisation des ressources. Et quand vous faites ici eh bien, un plaidoyer budgétaire, eh bien, vous cherchez à soulever et à éliminer en fait, les obstacles budgétaires. Et l'objectif de cette plaidoyer budgétaire est de mobiliser des ressources supplémentaires. Mais on regarde également eh bien, qui va pouvoir profiter de cette mobilisation des ressources. On regarde aussi l'efficacité des dépenses. Donc là, en fait, évidemment, on regarde des sommes qui sont mobilisées, mais cela comprend aussi des différentes activités et sur les différents points qui sont importants. Et cela comprend évidemment une coalition très solide pour ce faire, parce qu'en effet, eh bien, lorsqu'il s'agit du financement public, il y a toujours différents processus à suivre. Donc, il faut pouvoir ici rester très large ici dans cette coopération. Merci. Merci pour votre réponse. J'ai une autre question pour vous en lien avec celle-ci. Comment est-ce que vous avez en fait engagé les jeunes dans ce plaidoyer budgétaire? Et est-ce que vous avez des conseils en fait pour les organisations qui travaillent avec les jeunes? C'est-à-dire justement, comment est-ce que ici, ceci est possible? Alors en fait, je pense que c'est important de pouvoir inclure bien évidemment les jeunes dans tous ces aspects. Alors nous avons inclus les associations de la jeunesse. Alors nous avions par exemple le forum des jeunes pour la couverture santé universelle. Donc en fait, cela permet d'avoir une meilleure compréhension du système. En tant que jeune, eh bien, c'est important de pouvoir s'indiquer, de s'investir très tôt dans le plaidoyer et comprendre comment le système fonctionne. Et ce que nous avons pu constater, c'est beaucoup de jeunes ici, eh bien, qui n'ont pas toujours les opportunités nécessaires. Donc, pouvoir les inclure, ça a été très important.
Et nous pouvons aussi, dans le cadre de ces échanges, pouvoir encore une fois que, eh bien, faire la différence. Merci beaucoup. Et j'aimerais également vous rappeler ce que Priscilla a dit tout à l'heure, que la sécurité sanitaire est évidemment que la préoccupation de tous et que les jeunes doivent être inclus, bien évidemment. Et sur ce, j'aimerais poser une question au Dr. Ibekwe, une dernière question pour vous, une question de Nathalie de l'Alliance G4. Comment est-ce que ce cadre peut être utilisé et encourager des changements structurels? C'est une excellente question, donc en fait, c'est un outil, ce cadre, qui nous a aidés par rapport au financement intergouvernemental. Alors, l'approche que nous avons adoptée ici au sein du CDC est une approche évidemment sanitaire. On parle de la santé ici, qui est en lien également avec l'environnement, avec la santé animale. Donc, la façon dont nous avons ici développé notre stratégie, eh bien, nous nous sommes appuyés ici sur ces outils internationaux disponibles. Et donc, tous ces documents sont importants parce qu'ils nous permettent d'articuler nos besoins, d'identifier ce qui est nécessaire et ensuite de pouvoir identifier les différentes sources de financement pour pouvoir promouvoir le financement du secteur de la santé. Et ici, c'est important parce que cela nous a permis d'avoir des actions à tous les niveaux. Il y a aussi différentes questions sur le chat. Je ne sais pas si vous souhaitez également que je réponde à certaines de ces questions. Oui, si vous avez surtout des commentaires de clôture ici, parce qu'il va falloir conclure. Il y a beaucoup de questions ici par rapport à la réponse à la COVID. Eh bien, nous avons aussi parlé de différents programmes de formation, de prévention. Et nous avons ici plus de 15 000 professionnels de santé qui ont donc participé à ces formations. Le gouvernement a également organisé différents débats. Et pour le Centre de contrôle des maladies, le CDC, nous avons également identifié donc différents programmes de qualité qui peuvent être utilisés. Et je pense que encore une fois, eh bien, le secteur de la santé et la sécurité sanitaire est absolument essentiel pour tous et doit être notre préoccupation pour tous. Et ensemble, nous pouvons y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Eh bien, je sais que nous sommes dans les temps. Je sais que nous avons tous hâte de continuer ces échanges. Je voudrais remercier nos invités, je voudrais remercier toutes les parties prenantes aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas, nous allons avoir un blog ici qui va souligner les éléments qui ont été discutés et aussi, n'oubliez pas, nous allons répondre à toutes vos questions par écrit. Donc, nous vous contacterons et de même sur les médias sociaux, sur nos hashtags. Preventing Epidemic Framework et aussi incubateur-GHAI. Je remercie ici nos panélistes, nos intervenants. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée et j'espère vous retrouver tous très bientôt. Merci encore et à bientôt. Au revoir.